dans cette édition d'information. Aujourd'hui, nous recevons comme invité l'acteur de la société civile Nuhu Arzika. Avec lui, nous allons aborder la question du Niger qui est classé en zone rouge par les Français suite à l'assassinat de 6 Français et 2 Nigériens à Kouré. Mais avant de revenir à lui, retenez que les acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Munkela Khalidou du SINASEB, également secrétaire général de la CNT, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement tournant la page Niger, vont passer leur 152e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Dekaina, Walam et Kolo dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 pour dénoncer le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Ensuite, la Commission nationale des droits humains a rendu publique cet après-midi une déclaration à son siège. Celle-ci est relative à l'assassinat des humanitaires perpétrés il y a juste une semaine à Kouré et à la classification du Niger par le gouvernement français comme zone rouge. L'intégralité de cette déclaration, lue par le président de la CNDH, le professeur Khalid Ikiri. La Commission nationale des droits humains, CNDH, a appris avec consternation l'assassinat lâche et barbare de 8 personnes par des individus armés le dimanche 9 août 2020 aux environs de Kouré, zone déjà classée à vigilance renforcée, donc nécessitant une escorte. Face à cet acte ignoble des forces du mal, la CNDH, indignée et attristée, condamne avec la dernière énergie cette attaque criminelle. Elle présente ses condoléances les plus émues à la communauté humanitaire du Niger et aux familles endeuillées des disparus. Elle apporte soutien aux forces de défense et de sécurité engagées sur le front de la lutte contre le terrorisme au Niger et dans l'espace sahélo-saharien. La CNDH fonde l'espoir que les auteurs et complices de cet acte odieux soient rapidement retrouvés et jugés conformément à la loi en vigueur. Elle invite en outre les populations civiles des régions affectées par l'insécurité à une plus grande collaboration avec les forces de défense et de sécurité, FDS, afin de faire échec à toute tentative de déstabilisation de notre pays et la sous-région. Sur tout un autre plan, la CNDH déplore et condamne l'attitude du gouvernement français classant le Niger tout entier parmi les pays les plus dangereux de la planète. La Commission nationale des droits humains se demande selon quels critères, en quelle qualité et à quel titre le gouvernement français s'autorise d'étiqueter le Niger tout entier des zones formellement déconseillées. Ce qualificatif de zone rouge, dénué de tout fondement, isole le Niger du reste de la communauté internationale, tourne son image, mais a également un impact négatif sur la jouissance et l'effectivité des droits humains, notamment le droit d'aller et venir, les droits économiques, sociaux et culturels, les droits de solidarité, etc. Par la même occasion, la Commission nationale des droits humains rappelle au gouvernement français, tout comme les pays en développement, les grandes nations ne sont également pas épargnées par le terrorisme comme nous l'enseigne l'histoire récente. C'est pour toutes ces raisons, et d'autres encore, que la Commission nationale des droits humains, CNDH, recommande au gouvernement d'exiger du gouvernement français de reconsidérer cette classification émotionnelle préjudiciable pour le Niger et son peuple. Le cas échéant, le gouvernement doit user de tous les moyens légaux afin d'obtenir réparation. Par ailleurs, la CNDH lance un appel aux humanitaires pour le respect scrupuleux des itinéraires initialement convenus avec les forces de défense et de sécurité
et de la réglementation régissant les déplacements des personnes dans les zones à risque. En effet, il n'est pas rare de constater que des humanitaires prennent un itinéraire autre que celui initialement et officiellement convenu avec les autorités administratives et militaires. Enfin, la CNDH a une pensée particulière pour l'ensemble des personnes civiles, humanitaires et administratives victimes d'enlèvement et souhaite qu'elles soient toutes retrouvées saines et sauves. Que Dieu bénisse le Niger, libre et indépendant. Amen. La classification du Niger en zone rouge par la France suscite de vives réactions au sein de la population nigérienne. Je vous propose de suivre celle de la jeunesse nigérienne par la voix du président du Conseil national de la jeunesse, Aliou Oumarou. Malgré qu'à ce jour, aucune poche de notre territoire n'est occupée par des groupes terroristes, que le Quai d'Orsay prenne du plaisir à lister notre beau pays dans la zone rouge. Cela veut dire que le secteur du tourisme va pas mourir mais disparaître. Cela veut dire que beaucoup de familles nigériennes vont en pâtir. Je me demande ce que veulent les Français. Et je le dis en toute sincérité. Toutes ces entreprises françaises, en plus des bases militaires, que ce soit Total, Bolloré, Orano, Lassine, CFAO, la liste elle est très longue. Alors, je pense qu'à partir de la semaine prochaine, ils vont piler leurs bagages et rentrer chez eux. Parce que quand vous dites aux autres, ne venez pas au Niger parce que c'est un pays dangereux, vos entreprises qui engrangent des ressources inestimables sur notre territoire, alors qu'ils plient bagages et repartir, jusqu'à ce qu'ils estiment que la zone est devenue verte et de revenir. Moi, j'aimerais surtout dire à nos autorités, au premier rang desquels le président de la République, qu'il sache que le peuple nigérien est fâché et que le peuple nigérien est debout derrière lui pour combattre ce genre de situations. La coopération bilatérale sous-entend aussi le minimum de respect entre les pays. Il va falloir, avant de prendre certaines décisions, consulter nos autorités compétentes. Cela n'a pas été fait. Nous ne sommes plus aux époques de la colonisation. Nous, notre jeunesse, nous ne sommes pas des enfants nés pendant la colonisation. Donc on est né, on a connu la liberté, on va continuer à exprimer en toute liberté notre mécontentement. Celui qui n'est pas fier de la situation sécuritaire de notre pays, alors qu'il dégage, qu'il retourne chez lui jusqu'à ce qu'il estime que notre pays est vivable et de revenir. Nous sommes totalement ouverts, le Niger est un pays hospitalier, nous demeurons hospitaliers et nous demeurons dans la zone verte jusqu'à preuve de contraire. Des pays voisins, on sait bien, ont leur territoire occupé par des groupes terroristes. Mais ces pays-là demeurent dans la zone verte. Vous ne comprenez pas que c'est une humiliation pure et dure que la France veut infliger à notre pays. Nous n'allons pas l'accepter. Et les prochains jours, on va entreprendre d'autres démarches pour faire comprendre au peuple français que nous sommes très fâchés et nous pensons qu'ils vont revenir à leurs décisions dans des brefs délais afin que nos relations diplomatiques puissent se normaliser. Noël Zeka, bonsoir. Après la tuerie qui s'est déroulée à Kouré, aussi français et 2 Nigériens ont perdu la vie, le Niger est mis en zone rouge par les Français. Alors, comment analysez-vous cette catégorisation? Bonsoir, M. Ali. Avant toute chose, permettez-moi de profiter de l'occasion pour exprimer ma compassion par rapport à ce qui est arrivé. Et cet événement nous a affligés, comme nous l'avons déjà dit en d'autres circonstances. Et effectivement, nous sommes très touchés par ce qui est arrivé. Et plus généralement, d'ailleurs, par la situation d'insécurité que nous sommes en train de vivre un peu partout dans notre espace, qu'il s'agisse du Niger ou des autres pays du Sahel. Et c'est avec beaucoup de sentiments de choqué que nous avons appris la décision du gouvernement français de faire sa classification à son niveau et vouloir inviter ses ressortissants à considérer que
il doit prendre des mesures pour tenir compte de leurs décisions officielles. Parce qu'il faut le dire, il y a eu un conseil de sécurité qui a été présidé par le président français. Ils ont décidé à l'issue de ce conseil de sécurité de considérer que le Niger est un pays dangereux, qu'il doit être classé en zone rouge. Je crois que c'est même rouge vif. Et c'est pour ça qu'on parle de dangereux. Et il a osé dire qu'il va prendre des mesures de renforcement de la sécurité et des citoyens français dans l'espace Sahel. Comme si c'est lui, le grand patron, le grand roi, l'empereur. Et donc nous sommes ici des départements, c'est des arrondissements d'outre-mer. Et que donc c'est lui le grand patron. Et il décidera de voir comment on prendra des mesures qu'il faut pour essayer comme il dit, d'améliorer la sécurité des Français sur notre espace. Je crois que ça, c'est un signe de moquerie. Ça, c'est un signe de mépris vis-à-vis de notre peuple, de nos peuples, d'ailleurs de l'espace Sahel, mais aussi de nos autorités. Malgré toute l'allégeance comportementale qui s'observe dans leur manière de développer ou gérer leur rapport avec ce jeune homme-là, alors ils considèrent que il est là, c'est le grand patron, c'est, comme on dit, il estime que bon, il est président d'un pays qui a été colonisateur de nos pays, et donc par conséquent, malgré sa jeunesse, lorsqu'il vient à parler à nos chefs d'État, qui sont ses grands-parents même pour certains, et parce qu'un monsieur comme Paul Biya, c'est un grand-père, pour lui, ce n'est pas un père. Et les autres, c'est la même chose. Mais vous voyez la manière dont il se comporte, ces jeunes hommes, à leur endroit. Tout simplement parce qu'il développe cette arrogance mal fondée. Et qui en tout cas ne devait pas continuer à se perpétuer. Et j'ai aimé la réaction du jeune homme, et notre jeune justement qui est de sa génération, qui dit qu'eux sont nés après la colonisation, donc eux ne connaissent pas la colonisation. Parce qu'ils ne connaissent pas la colonisation, naturellement, donc on ne peut pas vouloir les agiter, ces choses qui ont été vécues, et justement par nos grands-parents qui ont peut-être peuvent être traumatisés à l'idée d'entendre parler de la France ou de certains responsables français. Alors c'est pour dire que j'ai aussi aimé tout à l'heure ce que je viens de voir, la réaction de la Commission nationale des droits humains du Niger. Ça, je la félicite, je lui enlève le chapeau pour les mots que je viens d'entendre, et en tant qu'institution de l'État, ayant vocation à veiller à l'effectivité de la jouissance des droits consacrés par notre Constitution, et dont ceux qu'ils ont cités, notamment la liberté, les libertés d'aller et venir, et puis les mentions qu'ils ont faites par rapport au comportement justement de ceux qui pensent qu'en terrain conquis, ils sont libres de prendre leur initiative sans aucun égard aux dispositions légales qui existent et aux dispositifs qui sont prévus, parce qu'ils ont bien noté que, nonobstant le fait qu'il n'y a pas eu des mesures d'état d'urgence en tant que telles dans la zone en question, mais il y a un certain nombre de conditions à remplir avant de s'y engager. Donc ça, je pense que l'enquête qui est certainement engagée va nous permettre de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Comment cela est arrivé? Est-ce qu'il n'y a pas eu un véritable... peut-être un complot, pourquoi pas, de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, ils peuvent même livrer leurs compatriotes parce qu'ils veulent atteindre d'autres objectifs. C'est déjà arrivé. Il faut que vous vous rappelez, après l'enlèvement du 16 septembre 2010 d'Arlit et l'enlèvement de Toulousain, les deux enlevés de Toulousain, c'est eux-mêmes qui les ont tués.
pour aggraver l'état de la situation de l'insécurité dans nos pays, dans notre pays particulièrement, pour qu'on dise que le pays est insécure et donc par conséquent, les engagements qu'ils ont pris, je parle des engagements pris dans le cadre de Areva à l'époque, sur la construction de Imouaren et d'autres choses, ils ont carrément arrêté le projet. Et c'est parti comme ça, ils ont profité de cette histoire d'insécurité pour être dans la position de justifier tout ce qu'ils ont été amenés à justifier en violation aussi et des dispositions de nos lois. Donc c'est pour ça que je dis, ce qui vient de se passer, c'est un signal. Nous venons de fêter, j'allais dire, commémorer notre 60e anniversaire de notre indépendance proclamée. Bon. Donc, 60 ans après, on a encore ces genres de relents où on peut se donner le droit de se comporter de la sorte vis-à-vis de nous, en considérant que c'est à eux de nous stigmatiser. Ils m'ont demandé sur France 24, qu'est-ce que je pense, quelles conséquences j'entrevois par rapport à ce qu'ils sont venus à dire. J'ai dit, ce n'est pas le problème des Français qui perçoivent que le Niger est une zone dangereuse qui nous dérange. C'est la conséquence de leur décision vis-à-vis des autres, du reste du monde, et à qui ils ont voulu vendre cette fausse image de notre réalité en considérant que le Niger est un pays dangereux, un pays donc insécure, et les autres n'ont pas. Il faut que personne ne vienne. Ce n'est pas une affaire seulement de touristes, c'est la coopération, les relations que nous entretenons avec le reste du monde. Et c'est ça le type de conséquences qu'on peut vivre. Si effectivement, il est vrai que ce qu'ils disent, c'est juste que le Niger est rouge. Je ne sais pas pourquoi, et c'est parce qu'il y a eu ces événements de coups, et c'est à partir de là, d'emblée, on devient rouge. D'emblée, on devient rouge. Alors qu'il y a eu Inates, il y a eu Chenagwada, il y a eu tout ce qui s'est passé à Difa, tout ce qu'on a vécu à Tango, et ça n'a pas eu à les alerter. Donc, quand leurs citoyens aussi en meurent, alors à ce moment, ce sont les extraterrestres qui sont venus à mourir. Je regrette qu'ils soient venus à nous mettre dans la situation de faire cette comparaison choquante. Parce que je pense que c'est les citoyens du monde qui sont venus à mourir, on est affligés. Mais qu'à partir de là qu'on considère que, parce qu'il y a ça, donc d'emblée on perd le nord, et on prend des décisions émotionnelles de cette nature pour dire tout ce qu'ils sont venus à dire. Vous n'avez rien vu parce que ce n'est pas seulement ce qu'ils ont dit dans les trucs. Il faut lire les réseaux sociaux. Les commentaires qui sont intervenus par beaucoup de gens qui sont venus de chez eux, qui sont venus à commenter ça en se permettant d'insulter le Niger, le peuple nigérien, comme si nous avons volontairement, délibérément choisi de les pousser à aller faire cette excursion et que de là-bas, ils sont pris au piège. Il faut voir, c'est ça le manque de respect que nous avons relevé au niveau du Corona. Donc c'est pour ça que tout mis ensemble, pour résumer, je considère, nous l'avons dit, si le Niger est dangereux, vraiment, on n'a invité personne ici. Si le Niger est dangereux, l'ambassadeur français, parce que c'est le ministre quand même, et c'est le gouvernement, c'est le président, après réunion du Conseil des ministres, enfin, du Conseil de sécurité de chez eux. Mais donc ici, le Niger doit interpeller notre gouvernement, doit interpeller le ministre, non, l'ambassadeur français, on doit l'appeler. On doit l'appeler pour qu'il donne des explications par rapport à ce qui est arrivé. Ça, c'est le premier acte. C'est un acte diplomatique. On doit pouvoir lui demander de donner des explications à ça. Ensuite, si réellement il considère qu'on est dangereux, alors vraiment, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, on ne dépend plus de la France. Et la France, vraiment, elle nous apporte quoi? Quand vous faites le bilan depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le Niger, c'est d'ailleurs, même parmi les pays colonisés, c'est le parent pauvre. C'est le Niger seulement, le territoire du Niger, qui n'a pratiquement rien profité de tout ce qu'ils ont pu faire, même des infrastructures qui étaient de leur usage. Nous, on n'a pas pu bénéficier de ces infrastructures-là au Niger. La chose, vous savez, qui a failli, comme le dit le président, et que la seule chose qu'il regrette,
c'est l'histoire du chemin de fer qui le traumatise et qu'il a souhaité voir se réaliser, comme beaucoup de gens ont rêvé il y a plus de 50 ans. Mais ce chemin de fer, il est arrêté à Parakou, il est arrêté à Ouaga, il est arrêté à Bamako. Donc le Niger n'a pas ça. Tous les autres pays en ont. C'est le Niger qui n'a pas ce chemin de fer, par exemple. Et les autres infrastructures, on ne peut pas comparer les infrastructures dont a bénéficié le Sénégal ou la Côte d'Ivoire et comparer à nous autres en ce qui concerne la colonie. Donc rien du tout. Donc c'est pour ça que nous estimons qu'aujourd'hui, là, si le Niger tient et qu'on tient encore, c'est grâce au reste du monde. C'est pas la France, même dans l'aide budgétaire de la France, c'est de quoi acheter lacrymogène. C'est ça qu'ils donnent aux gens. C'est ça qu'ils font. Si vous regardez, il n'y a aucune université qu'on a dit, voilà, ça c'est le financement de la France qui a permis de construire et cette université, cet hôpital, ou bien ce pont, ou cette route, et il n'y a rien de tout ça. Tout ce qu'ils font, et même la route, regardez la route là où ils enlèvent l'uranium. Regardez comment elle est faite. Comment aujourd'hui, depuis combien d'années, même qu'ils disent que la dernière fois quand on a dit on a annulé les trucs de Imouaren, vous avez vu comment tout a été comploté pour que le pays soit aujourd'hui encore dans la situation que nous sommes en train. Donc, la France, c'est elle qui a besoin de nous. Nous devons nous convaincre de cela. La France a besoin de nous. Mais nous, on n'a pas besoin de la France. On peut vivre sans la France, mais la France ne peut pas vivre sans nous. C'est important. Une ampoule sur 3 qui s'allume en France, c'est l'uranium du Niger. C'est important de le savoir. Tout ce qu'ils ont comme métaux et autres et tapis roulants et autres et TGV et autres qui utilisent l'énergie électrique, cette énergie électrique est produite à base aussi de l'uranium. Cet uranium-là, il est parti du Niger. Donc la France a besoin de nous. Et depuis 1968, qu'on a commencé l'exploitation de l'uranium jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est la France qui en bénéficie. Nous n'avons bénéficié de rien du tout. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, on a fait le point que c'est à peine 5%, la contribution au budget national de l'uranium, c'est 5%. Mais 5% c'est quoi? D'ailleurs maintenant 5% quand le budget était de 600 milliards, mais maintenant notre budget il est à 2000 et quelques milliards, donc ça veut dire que c'est peut-être même 2, et quelques %. Vous voyez bien? Donc il faut que cela soit très clair. Je pense que nous devons avoir affaire à des Nigériens qui doivent avoir le courage de regarder les yeux dans les yeux et dire à tout le monde, quel que soit ce qu'on peut avoir par ailleurs comme rapport, à dire aux gens la vérité. Et ce n'est pas admissible. Aujourd'hui, ils ont des bases militaires ici. Justement, concernant cette question, la présence des bases militaires étrangères de notre pays n'a pas pu empêcher le massacre qui s'est déroulé à Kouré. Mais ça a pu empêcher quoi? Voilà, ces bases-là doivent... Mais ces bases-là, elles ont empêché quoi? Ces bases-là qui sont là, elles ne peuvent rien empêcher. Nous l'avons dit, on le répète. Ces bases-là, depuis 2011, quand il y a eu la crise au niveau libyen, quand ils devaient faire leur opération en 2013, ici au Mali, le Niger, là, ils sont venus s'installer. Ils sont venus, même les papiers pour régulariser la situation, c'est après qu'on a essayé de faire un semblant de régularisation. Ils sont venus seulement sur notre tarmac. Ils ont déposé leur avion et autres, et ils ont commencé à aller faire leur opération qu'ils ont faite au Mali. C'est tout. Mais ensuite, ils ont essayé de consolider tout ça pour être ce qu'ils sont en train de aujourd'hui. Mais ces bases-là ne sont pas là pour notre sécurité. Ces bases-là sont là pour répondre à un impératif qui obéit à un agenda caché qu'ils ont. Donc, tu ne peux pas avouer. Sinon, pourquoi ils vont amener jusqu'à 5000 et quelques hommes ici? 5000 Français qui vont venir mourir pour les nègres. Toi, tu crois que c'est vrai ça? Toi, tu crois que c'est pour nous qu'ils sont là. Et ils sont là maintenant, même il y a quelqu'un, j'ai écouté un commentaire de quelqu'un qui pense que, d'ailleurs, et souvent même les gens font des choses
Et ils peuvent même aller contre leurs propres concitoyens dans le but d'atteindre certains objectifs. Je ne dis pas que c'est le cas, parce que ça, ces innocents agents de l'ONG, je ne sais pas quel est le rapport, quelle est la place de cette ONG. Je ne la connaissais même pas avant les événements, je ne connais même pas l'existence de cette ONG au Niger avec des agents. Mais maintenant que c'est arrivé et que j'ai écouté aussi la position de la Commission nationale des droits humains, elle invite tout le monde à respecter les lois nationales. Tout le monde a respecté les dispositions qu'on est venu à édicter par rapport à l'utilisation de nos espaces dans ce pays, en raison de la situation d'insécurité que nous sommes en train de vivre. Tout le monde le sait. Cette insécurité dont on ne sait plus d'ailleurs, au fond, les vrais commanditaires, c'est qui? Parce que la question est là. C'est toutes ces attaques intempestives, ce qui se passe au niveau du Mali. Parce que le problème, il est là. Ce qui se passe au niveau du Mali, il n'est pas réglé. Et il faut que chacun le comprenne. Il n'est pas réglé par la seule volonté de la France. C'est la France qui est responsable du non-règlement de la situation au Mali. C'est elle qui est responsable de la création du MLA. Elle les a entretenus, elle les a organisés, elle les a poussés, elle les a amenés à faire les premières attaques vers Thessalite dans les années 2011. Tout le monde le sait. Et quand il y a eu tout ce qui s'est passé, toute l'histoire est là, on le sait aussi. Donc c'est la France qui protège le MLA, c'est elle qui protège ces terroristes-là. Maintenant, elle nous tient ce double langage, ou même ce triple langage, et pour nous tromper. Et je pense que nos autorités doivent ouvrir leurs yeux et doivent avoir le cœur à leur pays, à leur peuple. Et c'est quand même, ils considèrent que ce sont des autorités élues nationales. C'est-à-dire, c'est le peuple qui l'a voulu. Ce n'est pas la France qui les a désignés. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, devant une situation gravissime comme ça, que les gens vont continuer à rester de marbre? Et ils font rien. Vous avez bien vu, on fait la danse du ventre. Ils savent qu'il y a à dire. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on demande un peu à leur tête, bon, écoute, il faut faire quelque chose parce que, voilà. Mais il faut aller au-delà. Il faut faire en sorte que, comme la commission l'a demandé, nous-mêmes on le demande, il faut que le gouvernement nigérien demande des explications au gouvernement français. Maintenant, au vu de la situation, est-ce que ces bases militaires doivent rester ou quitter notre pays? Ces bases, elles ont quelle utilité? Elles ont quelle utilité? En dehors de nous endormir. Nos gens sont en train de croire qu'ils sont là, ils peuvent nous aider à avoir des informations. Quelles informations? Toutes les informations qu'ils ont données aux Maliens les ont déroutés. Les informations qu'ils nous donnent ici aussi sont des informations qui nous déroutent. Quelle attaque ils ont empêché? Ils ont empêché Chinagoder, ils ont empêché Inates, ils ont empêché Karamga, ils ont empêché Tango Tango, ils ont empêché quoi? Rien du tout. Donc, mais elles sont là pour ce qu'elles sont en train de faire, pour leur agenda. Regarde, tous les matins, comment on appelle ça, je ne sais pas comment on appelle les avions là qui font du bruit. Chaque matin, non, ce n'est pas des drones. Ils ont des trucs chaque matin, ça nous dérange, ça dérange tous les gens qui sont dans notre quartier, le quartier Saga, quartier Talaye, quartier, je ne sais pas quoi. Il y a au moins 10 quartiers de Niamey qui sont empêtés par le démarrage chaque matin, le décollage et l'atterrissage de ces avions-là. On est là, ils appellent ça Apache ou quoi? Bon, Mirage, voilà, voilà des situations qui sont là. Mais ça nous sert à quoi? Les données sont là. Nous, aujourd'hui, je pense qu'il ne sert à rien de croire qu'on peut compter sur quelqu'un ou adosser sa sécurité sur quelqu'un et comme ça. Dire que c'est à lui de s'occuper de nous. Et il nous rend compte, il nous fait des comptes rendus et puis nous, on est là, on croise les bras, on attend qu'il... Vous croyez que quelqu'un va venir faire ton bien, toi tu es couché à ta place? Non. Peuple nigérien, il faut que vous soyez et que ensemble, tous, nous et nos autorités, nous devons avoir un esprit citoyen et patriotique. Savoir que dans des situations, quand ces genres de situations arrivent, on doit avoir aussi une conscience nationale, une conscience patriotique pour comprendre qu'il faut que ce qu'eux ne peuvent pas dire ou qu'ils ne peuvent pas faire, qu'il y ait des voix qui puissent les porter. Et qu'il y ait des types d'actions qui puissent le faire, qui puissent se faire pour pouvoir amener les uns et les autres à comprendre que c'est inadmissible. On ne peut pas dire le Niger est rouge
Et alors que le pays comme le Mali n'est pas rouge. Le pays comme, je ne sais pas, même la Libye n'est pas rouge. Il n'y a aucun pays qui est rouge. Tout rouge comme ça en Afrique. Et on nous dit on est rouge. Ça veut dire qu'on veut nous isoler. Non seulement eux, ils veulent nous isoler, mais comme le jeune homme là a dit, comment il s'appelle? Ali Omar. C'est-à-dire c'est comme si eux, ils sont déjà là. Mais ils veulent maintenant dire qu'on est rouge pour que plus personne ne vienne. Et comme ça, ils vont continuer à être seuls ici. Tout en considérant qu'ils ont dit on est rouge. Mais ils sont là, ils ne sont pas prêts de partir. Donc ça ne va pas se passer comme ça. Si c'est rouge, ils doivent partir. Sinon, eux-mêmes seront dans la situation de se prendre dans leur propre piège. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Donc c'est pour ça que nous disons à ce qui nous concerne, notre peuple doit rester debout. Ce pays, c'est le nôtre. Personne ne va l'aimer plus que nous. Personne ne va le construire plus que nous. Personne ne va venir faire notre bonheur à notre place. C'est à nous et nous seulement. C'est pour ça que nous avons souvent dit qu'il faut que nous apprenions à même taire nos divergences haineuses et autres dans notre façon de nous livrer des injustices inadmissibles, inqualifiables, telles que celles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec nos camarades en prison, injustement, gratuitement comme ça, parce que simplement nous avons dit, c'est même pas nous qui avons dit, c'est eux qui ont fait leur propre rapport. Ils ont constaté qu'il y a eu des choses graves au niveau du ministère de la Défense. Et que ces choses graves-là méritent d'être gérées et sanctionnées au nom de l'engagement que lui-même le président de la République a pris. Tout le monde l'a entendu ici, le 7 avril 2011, en train de dire que ces 4 priorités sont importantes. Et que dans l'océan des intérêts individuels, sa boussole sera l'intérêt général. Il va, premier axe, la lutte contre l'impunité, la lutte contre l'économie criminelle, la lutte contre la corruption et la lutte pour le monopole fiscal de l'État. De tous ces points-là, on est à Bagaï. Qu'est-ce qu'on a solutionné dans tout ça? Et les injustices, c'est nous qui en sommes victimes. Nous qui essayons tous les jours, tout le temps, de chercher à faire en sorte que les choses s'améliorent au grand bénéfice de tout le monde. C'est ce discours-là, on ne peut pas entendre. On ne veut pas l'entendre, on ne veut pas. Et ça ne marchera pas. Monsieur Ali, vous avez bien vu, j'ai suivi un jour votre reportage sur la situation que nous sommes en train de vivre, des choses incroyables, où voilà des voleurs, voilà des voyous, voilà des délinquants à col blanc, voilà des gens dangereux pour le pays, qui posent des actes graves de prévarication. Ils ont la liberté d'aller et venir, comment on appelle ça? Même hier seulement, on nous a dit qu'il y a un parmi les responsables de ce ministère de la Défense qui a organisé, dont le fils a organisé au quartier Défense à Paris. Le quartier Défense, c'est le quartier le plus hippé de Paris. Il a organisé une sorte de fête en tant que fils d'un de ces gens-là. Exactement comme ce que vous avez vu, les gens, comment on appelle ça, l'enfant du président Ibeka qu'on a montré, je ne sais pas dans quel pays où il est parti s'amuser avec. Vous trouvez que c'est raisonnable des choses comme ça? Et que ces gens-là, c'est eux qui viennent pour continuer à vouloir menacer les gens, à vouloir continuer à garder nos camarades en prison, alors qu'eux n'ont rien fait? Non. Ça doit changer. Ça doit être corrigé. Il faut que ceux qui doivent aller là-bas prendre leur place doivent aller prendre leur place. Mais ceux qui n'ont rien fait, c'est eux qui doivent être dehors et veiller à ce que tout ce qui pose des actes anormaux, des actes graves et gravissimes, et des actes de moquerie comme cela. Si c'est pas parce que les gens là, ils nous tiennent, peut-être ils tiennent nos gens à quelque part. Mais comment quelqu'un va oser comme ça là, dès qu'il y a un petit événement, donc vous décidez que le Niger est zone rouge. Et qui plus est, nous-mêmes le gouvernement, il se réunit tout de suite et il décide qu'il va mettre état d'urgence dans les 3 bastions qui permettent à Niamey d'avoir une porte de sortie et d'entrée. C'est ça la question. Parce que maintenant, on est isolé. Niamey est isolé. C'est-à-dire que rouge, même nous on est rouge.
Tout est rouge parce que s'il n'y a pas de porte de sortie, comment on va faire? Si quelqu'un maintenant veut aller à Dosso, il veut aller, je ne sais pas, il va faire comment? En quittant Niamey, s'il a une moto. Il va faire comment? Il ne peut pas aller. Parce que déjà, bienvenue là. Déjà, bienvenue. Vous avez une grande partie du quartier de la ville de Niamey, là, c'est Liboré. Et Liboré, c'est déjà à Kolo. Et donc, déjà, à partir de ici, moyen de transport à l'aéroport, c'est déjà zone rouge. C'est zone d'état d'urgence. Et sécuritaire, encore que nous sommes déjà sur état d'urgence sanitaire, même si dans les faits, les gens, c'est eux qui prennent les décisions, mais ils n'en ont que cure pour les respecter. Tout le monde a vu, malgré leur état d'urgence, malgré leurs mesures de distanciation sociale, malgré leurs mesures de Covid, ils sont partis organiser des meetings, tout le monde a vu dans le pays. Ou bien là où on a fait les meetings ces dernières semaines-là, ce n'est pas le Niger, ils ne sont pas concernés par les mesures de l'état d'urgence sanitaire et qui imposent aux gens les distanciations sociales, les ports de bavettes et autres. Donc là, c'est seulement quand on fait réunion du Conseil des ministres ou quand on va dans les réunions, dans les bureaux des ministres, c'est en ce moment-là qu'on fait semblant. On fait semblant, on dit que chacun met bavette. Mais dès qu'on... Non, il faut qu'on apprenne à être honnête et ne pas faire des choses pour faire le faux semblant. C'est pas sérieux, c'est pas normal, c'est pas responsable. Et c'est ces genres de choses qui amènent les autres à se foutre de nous, à se moquer de nous et à croire qu'ils peuvent même dire ce qu'ils veulent et personne ne dira quoi que ce soit. Alors le Niger, s'il considère qu'on est rouge, pour ce qui concerne le gouvernement français, son ambassadeur plus les autres, out. C'est tout. Et ils n'ont qu'à partir. On n'a pas de... C'est tout. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut dire. Quand ils ont décidé au Sénégal de dire au Sénégal qu'ils vont empêcher les visas. Les visas là. Mais elles aussi, ils ont dit, écoutez, alors, réciprocité. C'est ça. En France, il y a eu Bataclan. 137 morts, plus combien de blessés? Est-ce que quand on a dit, quand certains ont dit, ah, Paris est devenu dangereux, qu'est-ce que la maire de Paris a dit? Et que tout le monde a écouté ce qu'elle a dit. Elle n'a jamais accepté qu'on dise que Paris était dangereux pour les autres qui doivent venir. Et elle s'en est défendue. Elle a même dit qu'elle va porter plainte contre les journaux qui ont dit ça. Que le Paris est dangereux parce qu'il y a eu l'attaque de Bataclan. Elle a dit qu'elle n'est pas d'accord. Mais non, nous on dit que le Niger est rouge et dangereux. Parce qu'il y a eu des choses que personne même ne connaît. Parce que ces gens-là, apparemment, ils sont partis même incognito. Personne n'est au courant de leur truc. Tout le monde voit que ça a pris du temps avant de détecter même qu'ils ont bénéficié, enfin ils ont été victimes de leur attaque. Et puis ensuite, le temps de voir même, peut-être les gens ont eu le temps de prendre la poule de scampette et échapper. C'est pour ça que jusqu'à présent, on ne nous dit même pas qu'on a pu voir même des allures des gens qui ressemblent à ceux qui ont fait l'attaque. Mais nous faisons confiance au dispositif qui est là en train de faire l'enquête. Nous osons espérer un jour on va savoir exactement qu'est-ce qui a pu se passer. Mais c'est inadmissible que nous soyons dans la position d'accepter qu'on puisse continuer aujourd'hui, après 60 ans d'indépendance, même si c'est factice, que nous soyons dans la position qu'on continue à nous traiter comme on veut. On est pauvre, on n'a pas l'argent, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, mais nous avons la fierté d'être des hommes qui ont une conscience. Voilà. Non, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. La suite de ce journal, allons maintenant à la découverte d'une école qui a été créée par Aliou Malik dans le but d'initier les enfants à la lecture et à la mémorisation du Coran pendant cette période de grandes vacances. Ismaël Abdoukarim et Cheb Guisso pour le reportage. Nous sommes ici dans une école coranique du quartier Los Gungu où des enfants viennent approfondir leurs connaissances coraniques pendant les vacances. L'objectif de la création de cette école consiste à aider les enfants à mieux connaître leur religion dès leur bas âge. Et c'est une chose qui leur permettra de maîtriser le Coran, car cela est mieux que de les laisser à la maison sans rien faire. En effet, les cours coraniques disposent des avantages permettant à l'apprenant d'acquérir une certaine connaissance, comme nous l'attestent ces apprenants.
J'apprends l'arabe avec mon grand frère. C'est ma mère qui m'a obligé à venir ici. Ici, Dieu va nous bénir. J'ai appris beaucoup de choses parce que à cause de ça, j'ai appris qu'il faut respecter nos parents et aussi il ne faut pas négliger d'aller à la prière et puis de respecter les heures de prière et de lire aussi le Coran car c'est bon, c'est pour une bonne éducation que mes parents m'ont mis ici. La population doit emboîter le pas de ses parents d'élèves au lieu de laisser leurs enfants à la merci de la rue pendant cette période des grandes vacances. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.